Bonsoir à tous, c'est Maxime, ASMR. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui concernera le thème de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ça va donc concerner la suite des chapitres de Harry Potter. Les dernières vidéos avaient l'air de vous avoir beaucoup plu et je me suis dit que ce serait agréable de continuer dans cette lancée et de vous faire cette petite lecture chuchotée. J'aurais apprécié garder cette bougie à côté de moi, mais je n'ai aucun endroit où la déposer. Mais restez attentifs. Je vais essayer de lire avec la lumière de la bougie. Oh, désolé. Un petit instant. Ouais. Bon, je vais la tenir. Je vais voir combien de temps ça dure. Et sinon, je vais vous laisser dans le noir. Donc, on va commencer. Chapitre 11. Le club de duel. Lorsque Harry se réveilla le dimanche matin, la salle de l'infirmerie était baignée d'un soleil d'hiver étincelant. Ses os avaient repoussé, mais son bras était terriblement raide. Il se redressa et jeta un coup d'œil en direction du corps pétrifié de Colline, mais un rideau tendu autour du lit l'empêchait de voir quoi que ce soit. Voyant qu'il était réveillé, Madame Pomme-Fraîche entra avec le plateau du petit déjeuner et commença à masser, piler et tirer son bras et ses doigts aux os tout neufs. Tout est en ordre, dit-elle. Quand tu auras fini de manger, tu pourras t'en aller. Harry s'habilla le plus vite possible et se hâta de retourner dans la tour de Gryffondor pour raconter à Ron et Hermione ce qu'il s'était passé pendant la nuit. Mais ils n'étaient pas là. Harry partit à leur recherche, un peu peigné, qui ne manifeste pas plus d'intérêt oui, d'intérêt pour l'état de ses os. En passant devant la bibliothèque, il croisa Percy Weasley, qui en sortait et sembla de bien meilleure humeur que la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés. Salut Harry, dit-il. Très joli coup hier, vraiment remarquable. Gryffondor prend la tête de la coupe des 4 maisons. Grâce à toi, nous avons 50 points d'avance. Tu n'aurais pas vu Ron et Hermione demanda Harry. Non, répondit Percy. Son sourire s'effaça. J'espère que Ron n'est pas encore dans des toilettes pour filles, ajouta-t-il. Harry eut un rire forcé et attendit que Percy ait disparu. Au bout du couloir, avant de prendre la direction des toilettes de Mimi Géniard, il ne voyait pas pourquoi Ron et Hermione y seraient retournés. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, il entendit leur voix qui provenait d'une cabine fermée à clé. C'est moi, dit-il en refermant la porte derrière lui. Il y eut un bruit de métal, un bruit d'éclaboussure, une exclamation étouffée, puis il vit apparaître l'œil d'Hermione à travers le trou de la serrure. Harry, dit Hermione en ouvrant la porte, nous a fichu une de ces frousses. Entre,
abasourdi. Tout devient clair maintenant, déclara Ron d'un ton triomphant. Lucius Malfoy a dû ouvrir la chambre quand il était à l'école et maintenant il a expliqué à ce cher Draco comment faire. C'est évident. J'aurais bien voulu que Dobby te dise quel genre de monstre se cache là-dedans. Je me demande comment ça se fait que personne ne l'ait jamais vu rôder dans l'école. Il a peut-être la faculté de se rendre invisible, dit Hermione en plongeant des sangsues au fond du chaudron. Ou peut-être qu'il se déguise en armure, ou je ne sais quoi. J'ai lu quelque chose sur les ghouls caméléons. Tu lis trop, Hermione, dit Ron en saupoudrant les sangsues de Chrysope morte. Il froissa en boule le sac de Chrysope qu'il avait vidé dans le chaudron et se tourna vers Harry. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça? C'est à cause de Dobby qu'on n'a pas pu prendre le train et que tu t'es cassé le bras. Tu sais quoi, Harry? S'il continue à vouloir te sauver la vie, il va finir par te tuer. Le lundi matin, tout le monde savait ce qui était arrivé à Colin Creevey. Les rumeurs et les soupçons se multipliaient et les élèves de première année ne se déplaçaient plus qu'en groupe, par peur d'être attaqués. S'ils s'aventuraient seuls dans le château, Ginny Weasley, qui était toujours assise à côté de Colin Creevey au cours des sortilèges, était bouleversée. Fred et George avaient essayé de lui rendre sa bonne humeur en se couvrant de peau de bête et en se cachant derrière des statues pour lui sauter dessus par surprise, mais ils durent mettre fin à leur effort lorsque Percy, au bord de l'apoplexie, menaça d'écrire à à Madame Weasley et de lui raconter qu'il faisait tout pour donner des cauchemars à Ginny. Un trafic de talismans, amulettes et autres gris s'était organisé dans le dos des professeurs. Neville Londubat avait déjà acheté un gros oignon vert malodorant, une pointe de cristal violet et une queue de salamandre en décomposition lorsque ses camarades de Gryffondor lui firent observer qu'il ne courait aucun danger puisqu'il appartenait à une famille de sorciers au sang pur. Ruizard a été leur première victime, répondit Neville d'un air apeuré. Et tout le monde sait que moi aussi, je suis presque un craque-molle. Dans la deuxième semaine de décembre, le professeur McGonagall passa dans les classes pour prendre les noms des élèves qui resteraient à l'école pendant les vacances de Noël. Harry, Ron et Hermione s'inscrivent. Ils avaient entendu dire que Malfoy resterait aussi, ce qui leur avait semblé particulièrement louche. Mais après tout, c'était mieux ainsi. Les vacances seraient le moment idéal pour faire usage du polynectar et essayer de lui tirer les vers du nez. Malheureusement, la potion n'était qu'à moitié faite. Il leur fallait encore une corne de bicorne et une peau de serpent d'arbre du Cap. Or, le seul endroit où ils pouvaient en trouver, c'était l'armoire personnelle de Rogue. Mais en son fort intérieur, Harry préférait affronter le monstre légendaire de Serpentard plutôt que d'être surpris en train de voler quelque chose dans le bureau de Rogue. Il faudra faire une diversion, dit Hermione. Et pendant ce temps-là, l'un d'entre nous se glissera dans le bureau de Rogue pour prendre ce qu'il nous faut. Harry et Ron la regardèrent d'un air inquiet. Je crois qu'il vaut mieux que ce soit moi qui aille voler les ingrédients,
je risque moins gros. Il vous suffira de provoquer assez de chahuts pour occuper Rogue pendant 5 bonnes minutes. Harry eut un faible sourire. Provoquer un chahut au cours de Rogue était à peu près aussi facile que de réveiller un dragon endormi en lui crevant l'œil. Le cours commun de potions avait lieu le jeudi après-midi dans un des plus grands cachots du château. Le cours commença de façon habituelle. Une vingtaine de chaudrons bouillonnaient entre les tables sur lesquelles étaient disposés des balances et des bocaux d'ingrédients. Rogue circulait parmi les vapeurs fétides en faisant des remarques acerbes aux élèves de Gryffondor, sous les ricanements des Serpentards. Draco Malfoy, le chouchou de Rogue, bombardait Ron et Harry avec des yeux de poisson qu'il prenait dans un bocal en sachant qu'il écoperait d'une retenue si jamais il s'avissait d'en faire autant. La potion d'enflure que Harry avait préparée était beaucoup trop liquide, mais quelque chose de beaucoup plus important lui occupait l'esprit. Il attendait le signal d'Hermione et entendit à peine Rogue quand celui-ci vint se moquer de sa potion trop claire. Lorsque Rogue s'éloigna pour aller critiquer Neville, Hermione croisa le regard de Harry et lui fit un signe de la tête. Harry se pencha alors derrière son chaudron, sortit de sa poche un pétard du docteur Flibuste et lui donna un petit coup de baguette magique. Le pétard commença à crépiter, sachant qu'il n'avait plus que quelques secondes. Harry se redressa et lança le pétard dans le chaudron de Goyle. La potion de Goyle explosa aussitôt en aspergeant toute la classe. Les élèves, atteints par des projections de potions d'enflure, se mirent à hurler. Malfoy en reçut en plein visage et son nez commença à enfler comme un ballon. Goyle tourna sur lui-même, les mains sur ses yeux, qu'il avait maintenant la taille d'une assiette. Rogue, qui n'avait pas compris ce qui s'était passé, essaya sans succès de ramener l'ordre dans la confusion qui régnait à présent. Harry vit Hermione se glisser hors de la classe. « Silence, silence !» rugit Rogue. Ceux qui ont reçu de la potion venaient tout de suite prendre un antidote, et quand je saurai qui a fait ça… Harry s'efforça de ne pas éclater de rire lorsqu'il vit Malfoy s'avancer vers Rogue, en penchant la tête sous le poids de son nez qui avait la grosseur d'un melon. Pendant que la moitié des élèves de la classe allaient prendre une gorgée d'antidote pour faire revenir bras, jambes ou oreilles à leur taille antérieure, Hermione revint discrètement dans la classe, portant quelque chose sous sa robe. Quand tout le monde eut retrouvé son aspect habituel, Rogue examina le chaudron de Goyle et en retira les débris noircis du pétard. « Si jamais je découvre qui a lancé ce pétard, » dit Rogue dans un murmure, « vous pouvez être absolument sûr que cette personne sera renvoyée de l'école. » Rogue fixa Harry, qui fit de son mieux pour avoir l'air stupéfait. 10 minutes plus tard, il entendit avec soulagement sonner la cloche qui annonçait la fin du cours. « Il sait que c'était moi, » dit Harry à Ron et Hermione. « Sur le chemin des toilettes de Mimi Géniard, je l'ai vu dans son regard. » Hermione jeta les nouveaux ingrédients dans le chaudron et se mit à douiller fébrilement la mixture. « Ce sera prêt dans une quinzaine de jours, dit-elle d'un ton joyeux. »« Rogue ne peut pas prouver que c'était toi, » dit Ron à Harry pour le rassurer. « Qu'est-ce qu'il peut faire? Quand on sait de quoi il est capable, on peut s'attendre au pire, » répondit Harry, dont le
le chaudron la potion écumée à gros bouillon. Une semaine plus tard, Harry, Ron et Hermione traversaient le hall d'entrée lorsqu'ils virent un groupe d'élèves rassemblés autour d'un tableau d'affichage. Un morceau de parchemin venait juste d'y être épinglé. Seamus Finnegan et Dean Thomas, visiblement surexcités, leur firent signe d'approcher. Ils ont ouvert un club de duel, annonça Seamus. Première séance ce soir. Apprendre à se battre en duel, ça peut être utile par les temps qui courent. Tu crois que le monstre de Serpentard est du genre à se battre en duel, répliqua Ron. Mais il lut quand même l'annonce avec intérêt. C'est vrai, ça peut servir, dit Harry. Et à Hermione, on y va. Harry et Hermione étaient d'accord, et à 8 heures ce soir-là, après le dîner, ils se hâtèrent de retourner dans la grande salle. Les longues tables étaient disparues et une estrade dorée avait été installée contre le mur, éclairée par des milliers de chandelles qui flottaient dans l'air. Sous le plafond, qu'on aurait dit tendu de velours noir, la quasi-totalité des élèves s'était rassemblée, la baguette à la main et l'air surexcité. Je me demande qui va être le prof, dit Hermione. Quelqu'un m'a dit que Flitwick était un champion de duel quand il était jeune. Ce sera peut-être lui. Du moment que ce n'est pas, commença Harry, mais il s'interrompit dans un grognement. Gilderoy Lockhart venait d'apparaître sur l'estrade. Élégamment vêtu d'une robe violette et accompagné de Rogue toujours habillé de noir comme à son habitude. Lockhart agita la main pour demander le silence. Approchez-vous, approchez-vous. Tout le monde me voit, tout le monde m'entend. Parfait. Le professeur Dumbledore m'a donné l'autorisation d'ouvrir ce petit club de duel pour vous enseigner des méthodes de défense au cas où vous auriez besoin de faire face à une agression quelconque, comme cela m'est arrivé d'innombrables fois. Pour plus ample détail, je vous renvoie à la collection complète de mes livres. Je vais maintenant vous présenter mon assistant, le professeur Rogue, poursuivit Lockhart avec un sourire éclatant. Il m'a dit qu'il avait lui-même quelques notions en matière de duel, et il a très sportivement accepté de me servir de partenaire pour vous faire une petite démonstration en guise de préambule. Mais ne vous inquiétez pas, votre maître de potions sera toujours en état de vous faire court quand j'en aurai fini avec lui. Aucun danger. Ce serait bien qu'ils arrivaient à s'entretuer, murmura Ron à l'oreille de Harry. Rogue eut un rictus, et Harry se demanda comment Lockhart pouvait continuer à sourire. Si Rogue l'avait regardé, lui, de cette manière, il se serait aussitôt enfui à toutes jambes. Lockhart et Rogue se placèrent face à face et se saluèrent. Lockhart s'inclina en faisant de grands moulinets avec ses mains, tandis que Rogue se contentait d'un signe de tête agacé. Ils levèrent alors leurs baguettes, magiques comme des épées. Comme vous le voyez, nous tenons nos baguettes dans la position de combat réglementaire, dit Lockhart à la foule des spectateurs silencieux. Lorsque nous aurons compté 3, nous jetterons le premier sort. Bien entendu, ni l'un ni l'autre ne cherche à tuer l'adversaire. Je n'en suis pas si sûr, murmura Harry en voyant Rogue montrer les dents. 1, 2, 3. Tous deux brandirent leurs baguettes par-dessus leur épaule. Expelliarmus, s'écria Rogue. Il eut un éclair aveuglant de lumière rouge, et Lockhart fut soulevé d'un sol
violemment projeté au bas de l'estrade contre le mur du fond. Le dos contre la pierre, il glissa lentement et s'affala par terre. Malfoy et quelques autres élèves de Serpentard applaudirent bruyamment. Hermione avait l'air dans ses petits souliers. Tu crois qu'il s'est blessé demanda-t-elle d'une voix aiguë. Quelle importance répondit en chœur Ron et Harry. Le garde se releva, tant bien que mal. Son chapeau était tombé par terre et ses cheveux ondulés s'étaient dressés sur sa tête. Et voilà, excellente démonstration, dit-il en remontant sur l'estrade d'un pas assuré. Il s'agit là d'un sortilège de désarmement. Comme vous le voyez, je l'ai perdu. J'ai perdu ma baguette. Ah, merci beaucoup, Miss Brown. C'était une excellente idée de leur montrer ça, professeur Rogue, mais sans vouloir vous offenser, j'avais tout de suite deviné ce que vous aviez en tête. C'était évident. Et si j'avais voulu vous empêcher, je n'aurais eu aucun mal à le faire, mais j'ai pensé que cette petite démonstration serait très instructive. Rogue lui lança un regard assassin que Lockhart avait dû voir, car il annonça: le spectacle est terminé. À vous de jouer maintenant. Je vais passer parmi vous pour vous mettre deux par deux. Professeur Rogue, si vous voulez bien m'aider. Tous deux descendirent de l'estrade et répartirent les élèves par équipe de deux. Lockhart mit ensemble Neville et Justin Finch Fletchley, mais ce fut Rogue qui s'occupa de Harry et Ron. C'est le moment de séparer la vieille équipe, dit-il d'un air narquois. Weasley, vous mettrez avec Finnegan, Potter. Harry se tourna tout naturellement vers Hermione. Non, je ne vois pas les choses comme ça, dit Rogue, avec un sourire glacial. Monsieur Malfoy, venez ici, s'il vous plaît. On va voir ce que vous allez faire du célèbre Potter. Et vous, Miss Granger, vous ferez équipe avec Miss Bulstrode. Malfoy s'avança avec un sourire ironique. Derrière lui, Harry vit une élève de Serpentard qui lui rappelait une illustration de vacances avec des harpies. Elle était grande avec des épaules carrées et une mâchoire proéminente. Hermione lui adressa un faible sourire auquel elle ne répondit pas. Mettez-vous face à face, dit Lockhart, qui était remonté sur l'estrade, et n'oubliez pas de saluer. Harry et Malfoy se firent un bref signe de la tête sans se quitter des yeux. Attention, levez vos baguettes, cria Lockhart. À 3, jetez un sort pour désarmer votre adversaire. Je dis bien pour désarmer. Nous ne voulons pas d'accident. 1, 2, 3. Harry brandit sa baguette, mais Malfoy avait jeté un sort à 2. Harry reçut un tel choc qu'il eut l'impression de prendre un coup de poing sur la tête. Il vacilla un instant, mais ne semblait pas blessé. Et sans plus attendre, il pointa sa baguette vers Malfoy en criant « Rectus Sempra ». Un jet de lumière argentée atteignit Malfoy au ventre et se plia en deux en respirant de la respiration sifflante. « J'ai dit désarmé, rien d'autre !» s'exclama Lockhart en voyant Malfoy tomber à genoux. Harry lui avait jeté un sortilège de chatouille et Malfoy riait tellement qu'il n'arrivait plus à bouger. Harry pensa qu'il ne serait pas très loyal de jeter un autre sort à Malfoy pendant qu'il était à terre, mais ce fut une erreur. Le souffle court, Malfoy pointa sa baguette sur les genoux de Harry et parvint à articuler Taran d'Allegra.
se mirent à s'agiter en une danse effrénique qui était incapable de contrôler. Stop, ça suffit, cria Lockhart. Mais ce fut Rogue qui intervint. Finite incantatem, exclama-t-il. Les pieds de Harry cessèrent de danser. Le voyeur de Malfoy s'arrêta. Ils regardèrent alors ce qui se passait autour d'eux. Un nuage de fumée verdâtre flottait au-dessus de l'estrade. Neville et Justine étaient allongés par terre. Hors d'haleine, Ron soutenait un Simus livide en s'excusant des dégâts qu'il avait fait, sa baguette cassée. Hermione et Mélissant Bulstrode, en revanche, étaient toujours en pleine action. Mais leur baguette, abandonnée sur le sol, ne leur servait plus à rien. Elle se battait à main nue et Mélissant avait coincé sous son bras la tête d'Hermione qui gémissait de douleur. Harry se précipita, mais il eut du mal à libérer Hermione de sa partenaire, qui était beaucoup plus grande que lui. « Ouh là là !» s'exclama Lockhart en observant le résultat des affrontements. « Levez-vous, Macmillan, attention, Miss Fawcett, appuyez bien fort. Pout, ça va cesser de saigner dans un instant. Je crois que je ferais mieux de vous apprendre à neutraliser les mauvais sorts, ajouta Lockhart, debout au milieu de la salle, l'air fébrile. Il jeta un regard à Rogue, dont les yeux noirs étincelaient. Puis détourna aussitôt la tête, prenant deux volontaires, long du bas et Finch Fletchley par exemple. Très mauvaise idée, professeur Lockhart, coupa Rogue. Long du bas sème la désolation chaque fois qu'il essaye de jeter le moindre sort. Il ne resterait plus grand-chose de Finch Fletchley après ça. Pourquoi pas Malfoy et Potter, proposa-t-il avec un sourire perfide. Excellente idée, approuva Lockhart. Venez là, tous les deux. Harry, quand Draco pointera sa baguette sur toi, tu feras ça. Il leva sa propre baguette, exécuta quelques gestes compliqués et la laissa tomber par terre. Rogue eut un sourire narquois tandis que Lockhart se dépêchait de ramasser sa baguette magique. « Oh là, ma baguette est un peu énervée ce soir, dit-il. Rogue s'approcha de Malfoy et lui chuta quelque chose à l'oreille. Malfoy sourit à son tour. Harry leva alors les yeux vers Lockhart d'un air inquiet. Professeur, pourriez-vous me montrer encore une fois comment bloquer un mauvais sort? On a peur, murmura Malfoy. Ça te plairait bien, lança Harry du coin des lèvres. Fais comme je t'ai dit, Harry, répondit Lockhart en lui donnant une tape amicale sur l'épaule. Il faut que je laisse tomber ma baguette. Mais Lockhart ne l'écoutait pas. 3, 2, 1. Allez-y, s'écria-t-il. Malfoy leva aussitôt sa baguette magique et s'exclama Serpent sortia. L'extrémité de sa baguette explosa. Abasourdi, Harry vit alors jaillir un long serpent noir qui tomba sur le sol et se dressa, prêt à mordre. La foule des élèves recula aussitôt en poussant des cris de terreur. Ne bougez pas, Potter, dit tranquillement Rogue, visiblement ravi de voir Harry immobile face au serpent furieux. Je vais vous en débarrasser. Je m'en occupe, dit Lockhart. Il pointa sa baguette sur le serpent. Une explosion retentit, mais au lieu de disparaître, le reptile fut projeté dans les airs et retomba un peu plus loin avec un grand bruit. Fou de rage, sifflant comme un furieux, le serpent se tortilla en direction de Justine Finch Fletchley et se dressa à nouveau en découvrant ses crochets, prêt
s'il était monté sur des roulettes. Il s'écria tout bêtement, il cria tout bêtement au serpent. Laisse-le tranquille. Comme par miracle, le serpent retomba alors sur le sol, aussi docile qu'un tuyau d'arrosage, les yeux tournés vers Harry. Celui-ci se sentit toute crainte le quitter. Il savait que le serpent n'attaquerait plus personne à présent, mais il aurait été bien incapable d'expliquer pourquoi. Il leva les yeux vers Justin et lui sourit. Il s'attendait à le voir soulagé, étonné ou même reconnaissant, mais certainement pas furieux et effrayé. À quoi tu joues? Lança-t-il. Et avant que Harry ait pu dire quoi que ce soit, Justin tourna les talons et s'enfuit de la salle à toutes jambes. Rogue s'avança, agita sa baguette, et le serpent disparut dans une bouffée de fumée noire. Lui aussi observait Harry d'une étrange manière. Son regard rusé et calculateur fut des plus profondément. Il entendit également autour de lui un murmure qui ne présageait rien de bon. Quelqu'un le tira alors par la manche. Viens, lui chuchota Ron à l'oreille. On s'en va, allez, viens. Ron l'entraîna hors de la grande salle et Hermione les accompagna en marchant à côté d'eux à petits pas pressés. À mesure qu'ils avançaient, les autres élèves s'écartaient sur leur passage, excusez-moi, comme s'ils avaient eu peur d'attraper une maladie. Harry n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait et ni Ron ni Hermione ne lui dirent un mot jusqu'à ce qu'ils aient regagné la salle commune de Gryffondor, encore déserte. Ron poussa alors Harry dans un fauteuil. « Tu es un fourche-langue, dit-il. Tu ne m'avais jamais dit. »« Je suis un quoi ?» s'étonna Harry. « Un fourche-langue, répéta Ron. « Tu parles le langage des serpents. »« Je sais, dit Harry. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Un jour, au zoo, j'ai fait sortir un boa constrictor de sa cage sans le faire exprès. Il a failli s'attaquer à mon cousin. » Dudley. C'est une longue histoire. Le bois m'a dit qu'il n'avait jamais vu le Brésil et je l'ai libéré sans même m'en rendre compte. À l'époque, je ne savais pas encore que j'étais un sorcier. Un boa constrictor, dit-il. Un boa constrictor t'a dit qu'il n'avait jamais vu le Brésil, répéta Ron, une voix faible. Et alors, dit Harry, il y a sûrement des tas de gens qui peuvent en faire autant ici. Oh non, certainement pas, répliqua Ron. Ce n'est pas un ton très répandu, Harry. Il faut que tu saches, c'est une très mauvaise chose. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Demanda Harry, qui commençait à s'énerver. Qu'est-ce qui vous prend? Si je n'avais pas dit à ce serpent de ne pas attaquer Justine, qu'est-ce que tu lui as dit? Bien sûr, vous étiez là, vous m'avez entendu, non? Je t'ai entendu parler fourche-langue, dit Ron, la langue des serpents. Tu aurais pu raconter n'importe quoi, personne n'y aurait rien compris. Pas étonnant que Justine ait paniqué, on aurait dit que tu encourageais le serpent à l'attaquer. C'était vraiment effrayant. Harry, le regard bouche bée. J'ai parlé une autre langue. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Comment pourrais-je parler une autre langue sans m'en apercevoir? Ron hocha la tête. Hermione lui faisait une tête d'enterrement. Harry, pourtant, ne comprenait pas ce qu'il y avait de si terrible. Vous pouvez m'expliquer ce qu'il y a de mal à empêcher un gros serpent répugnant d'arracher la tête de Justine, dit-il. Quelle importance que je l'ai fait comme ça ou autrement.
vous auriez préféré que Justin finisse au club des chasseurs sans tête. Justement, ça a de l'importance, dit Hermione, qui parla enfin d'une voix sourde, tout simplement parce que la célébrité de Salazar Serpentard vient du pouvoir qu'il avait de parler au serpent. C'est pour ça que la maison des Serpentards est symbolisée par un serpent. Harry resta bouche bée. Exactement, dit Ron. Et maintenant, tout le monde va croire que tu es son arrière petit-fils. Mais c'est faux, protesta Harry, saisi soudainement d'un sentiment de panique inexplicable. Tu auras du mal à le prouver, dit Hermione. Il a vécu il y a environ 1000 ans. Pour ce que l'on sait, tu pourrais très bien être son descendant. Harry resta éveillé des heures entières cette nuit-là. À travers une fente de son baldaquin, il voyait la neige tomber devant la fenêtre de la tour. Pouvait-il vraiment être un descendant de Salazar Serpentard? Après tout, il ne savait rien de la famille de son père. Les Dursley lui avaient toujours interdit de poser des questions sur les sorciers de sa famille. Dans sa tête, Harry essaya de dire quelque chose en fauchelangue, mais aucun mot. Aucun mot ne lui vint à l'esprit. Il fallait sans doute qu'il se trouve face à un serpent pour pouvoir le faire. Pourtant, je suis un Gryffondor, pensa-t-il. Jamais le joyau magique ne m'aurait envoyé dans une maison là si j'avais eu du sang de la famille Serpentard. Mais au début, le joyau voulait t'envoyer à Serpentard, souviens-toi. Le rappela une petite voix désagréable dans sa tête. Harry se retrouva dans son lit. Il verrait Justine le lendemain au cours de botanique et il lui expliquerait qu'il avait ordonné au serpent de le laisser tranquille, pas de l'attaquer. N'importe quel imbécile aurait dû s'en rendre compte. Mais le lendemain, la neige s'était transformée et un blizzard si épais que le dernier cours de botanique du trimestre fut annulé. Le professeur Chourave voulait mettre des chaussettes et des écharpes aux racines de mandragore, une opération délicate qu'il ne pouvait confier à quiconque d'autre, à présent que les mandragores étaient devenus indispensables pour ramener Miss Daigne et Colin Griffet à la vie. Dans la salle commune de Gryffondor, Harry, assis auprès du fauteuil, ruminait de sombres pensées, pendant que Ron et Hermione faisaient une partie d'échecs. Pour l'amour du ciel, Harry, dit Hermione, exaspérée, alors que l'un des fous de Ron faisait tomber son cavalier du cheval et le traînait au bord de l'échiquier. Va donc voir Justine si c'est tellement important pour toi. Harry décida de suivre son conseil et il sortit de la salle commune en se demandant où il pourrait bien trouver Justine. Mais le lendemain, la neige s'était transformée en un blizzard si épais que le dernier cours de botanique du trimestre fut annulé. Le professeur Chourave voulait mettre des chaussettes et des écharpes aux racines de mandragore, une opération délicate qu'il ne voulait confier à quiconque d'autre à présent et que les mandragores étaient devenus indispensables pour ramener Miss Daigne et Colin Griffet à la vie. Dans la salle commune de Gryffondor, Harry, assis auprès du feu,
alors que l'un des fous de Ron faisait tomber son cavalier de cheval et le traînait au bord de l'échiquier. Va donc voir, Justin, si c'est tellement important pour toi. Harry décida de suivre son conseil et sortit de la salle commune en se demandant où il pourrait bien trouver Justin. Bien confus en plein jour, le château était plus sombre qu'à l'ordinaire à cause de la neige grisâtre qui tourbillonnait devant les fenêtres. Frissonnant, Harry passa devant des classes ou des cours avaient lieu, percevant quelques échos de ce qui s'y passait. Le professeur McGonagall admonestait quelqu'un qui, d'après ce qu'il s'entendit, avait transformé un de ses camarades en un blaireau. Résistant à l'envie d'aller jeter un coup d'œil, il poursuivit son chemin. Il pensait que Justin profitait peut-être du cours annulé pour rattraper son travail en retard et il se rendit d'abord à la bibliothèque. Plusieurs élèves de Poudlard, de Poufsouffle, qui auraient dû partager avec Gryffondor le cours de botanique, étaient assis au fond mais ne semblaient pas travailler. Entre les longues et hautes rangées de livres, Harry les voyait absorbés dans une conversation apparemment très sérieuse. Leurs têtes penchaient tout près les unes des autres. De l'endroit où ils se trouvaient, ils n'arrivaient pas à voir si Justine se trouvait parmi eux. Il s'approcha et entendit alors quelques bruits de ce qu'il disait. Caché par les étagères, il s'arrêta pour écouter très attentivement. J'ai conseillé à Justine de se cacher dans le dortoir, expliqua un des élèves, un gros garçon costaud. Si Potter l'a choisi comme prochaine victime, il vaut mieux qu'il se fasse remarquer le moins possible. Justin s'y attendait depuis qu'il racontait à Potter qu'il était né dans une famille de moldus. Justin lui a dit que normalement, ils auraient dû aller à Eton. Ce n'est pas le genre de choses dont il faut se vanter devant un héritier de Serpentard, non. Alors, d'après toi, Ernie, ce serait vraiment Potter? Demanda d'un air anxieux une fille honnête blonde. Réfléchis, Anna, répondit le gros garçon. Il parle fourche-langue. Il n'y a que des adeptes de la magie noire qui en sont capables. Tout le monde sait ça. Tu connais d'honnêtes sorciers qui parlent au serpent, toi. Serpentard était lui-même surnommé langue de serpent. Un murmure général s'éleva autour de la table. Souviens-toi de ce qui était écrit sur le mur. Ennemi de l'héritier, prenez garde. Potter a eu des ennuis avec Rusard, et comme par hasard, c'est le chat de Rusard qui a été attaqué en premier. Grivet a énervé Potter en prenant des photos pendant le match de Quidditch, surtout quand il était allongé dans la boue avec son bras cassé. Et tout de suite après, Grivet devient la deuxième victime. Il a l'air tellement gentil, pourtant, dit Anna, qui ne paraissait pas encore tout à fait convaincue. Et puis c'est quand même lui qui a fait disparaître tu sais qui. Il ne peut pas être si mauvais que ça. Ernie baissa la voix, l'air mystérieux, obligeant les autres à se rapprocher. Harry s'avança un peu plus pour entendre ce qu'il disait. Personne ne sait comment il a survécu à cette attaque de tu sais qui, reprit Ernie. Il n'était qu'un bébé quand c'est arrivé. Normalement, il aurait dû être réduit
Terrifiés, ils se tournèrent vers Ernie. Qu'est-ce que tu lui veux demanda Ernie d'une voix tremblante. Je voulais lui raconter ce qui s'est véritablement passé avec ce serpent pendant le club de duel, répondit Harry. Ernie se mordit les lèvres, puis il prit une profonde inspiration. On était tous là, dit-il. On a bien vu ce qui s'est passé. Alors tu as vu que quand je lui ai parlé, le serpent a reculé. Tout ce que j'ai vu, reprit Ernie d'un ton buté, mais en tremblant de tous ses membres, c'est que tu as parlé fourche-langue et que tu as poussé le serpent vers Justin. Je ne l'ai pas poussé vers lui, protesta Harry, frémissant de rage. Je ne l'ai même pas touché. C'était tout juste, dit Ernie. Et au cas où tu aurais décidé en tête, ajouta-t-il précipitamment, je peux te dire que ma famille ne comporte que des sorciers et des sorcières depuis 9 générations, et mon sang est tout ce qu'il y a de plus pur. Alors, je me fiche de ton sang, répliqua Harry d'un ton féroce. Pourquoi est-ce que j'aurais envie d'attaquer les enfants de Moldus? J'ai entendu dire que tu détestes les Moldus, chez qui tu vis, répondit Ernie. Il est impossible de ne pas détester les Dursley quand on vit chez eux. Essaye et tu verras. Il tourna les talons et sortit de la bibliothèque, s'attirant un regard réprobateur de Madame Pince, occupée à astiquer la reliure dorée d'un gros grimoire. Harry survit le couloir d'un pas chancelant. Il était tellement en colère qu'il ne savait plus très bien où aller. Il se cogna alors contre quelque chose de très grand et de très dur qui le projeta par terre. « Oh, bonjour Hagrid » dit Harry en levant les yeux. Le visage de Hagrid était presque entièrement caché derrière un passe-montagne de laine couvert de neige, mais on ne pouvait le confondre avec quelqu'un d'autre, car il occupait presque toute la largeur du couloir dans son manteau en peau de taupe. Un coq mort qu'il tenait par les 4 pattes pendait de sa main gantée. « Ça va, Harry ?» demanda Hagrid, qui avait relevé son passe-montagne pour pouvoir parler. « Comment ça se fait que tu ne sois pas en classe? Le cours a été annulé, répondit Harry en se relevant. Qu'est-ce que vous faites là? Hagrid montra le coq inanimé. Le deuxième qu'on me tue ce trimestre, expliqua-t-il. C'est soit les renards, soit un gobelin buveur de sang, et j'ai besoin d'une autorisation du directeur pour jeter un sort de protection autour du poulailler. Sous ses sourcils broussailleux, parsemés de flocons de neige, ses yeux observèrent Harry plus attentivement. Tu es sûr que tu vas bien? Tu as l'air d'être en colère et d'avoir des soucis en tête. Harry ne pouvait se résoudre à répéter ce que les élèves de Poufsouffle venaient de dire de lui. Ce n'est rien, répondit-il. Il vaut mieux que j'y aille, Hagrid. J'ai un cours de métamorphose qui commence bientôt et je dois aller chercher mes livres. Il s'éloigna, la tête encore pleine de ce qu'il avait entendu dans la bibliothèque. Justin s'y attendait depuis qu'il a raconté à Potter qu'il était né dans une famille de moldus. Harry monta l'escalier d'un pas lourd et survit un autre couloir particulièrement sombre, un courant d'air glacé qui s'engouffrait par une vitrine cassée était soufflé. Toutes les torches, il avait parcouru la moitié du couloir lorsqu'il trébucha contre quelque chose qui le fit tomber tête la première. Il se retourna pour voir dans quoi il s'était pris les pieds.
et sentit alors comme un coup de poing dans l'estomac. Justin Finch-Fletchley était étendu sur le sol, le corps raide et froid, le visage figé dans une expression de stupeur, les yeux fixés au plafond, mais ce n'était pas tout. À côté de lui, Harry vit une autre silhouette qui offrait le plus étrange spectacle qu'il eût jamais vu. C'était Nick quasi sans tête. Le fantôme avait perdu sa couleur gris perle et sa transparence. Il ressemblait à présent à une épaisse fumée noire qui flottait à 15 centimètres au-dessus du sol, immobile et horizontale. Sa tête s'était à moitié décollée de son visage. Il avait la même expression de stupeur que celui de Justin. Harry se releva, le souffle court, le cœur battant à lui rompre les côtes. Il regarda de tous côtés et vit une longue file d'araignées qui s'enfuyait à toute vitesse. Il n'y avait pas un bruit en dehors de la voix étouffée des professeurs qui faisaient classe dans les salles proches. Il aurait pu filer tout de suite et personne n'aurait jamais su qu'il s'était trouvé là, mais il ne pouvait se résoudre à abandonner Justin et Nick sans aller chercher du secours. À présent, cependant, qui croirait encore à son innocence? Pendant qu'il restait là, en proie à la panique, une porte s'ouvrit dans un grand bruit juste à côté de lui. Pive, l'esprit frappeur, surgit alors dans le couloir. Tiens, mais c'est le petit Potter, s'exclama Pive en caquetant comme un poulet. Qu'est-ce qu'il mijote, Potter? Pourquoi rôde-t-il dans ce? Pive s'interrompit au milieu d'un saut périlleux, la tête en bas, et aperçut Justin et Nick assis en tête. Et avant que Harry ait pu l'arrêter, il se mit à hurler. Attaque, attaque, nouvelle attaque! Aucun vivant, aucun fantôme n'est à l'abri, sauf qui peut. Attaque! Bang, bang, bang! Les unes après les autres, les portes s'ouvrirent à la volée. Tout au long du couloir, une foule d'élèves et de professeurs se précipita sur les lieux du crime. Pendant un bon moment, il régna une telle confusion que Justin faillit être piétiné, tandis que les élèves affolés traversaient sans le voir le fantôme noirci et figé de Nick quasi sans tête. Les professeurs hurlaient pour réclamer le silence et Harry se retrouva plaqué contre le mur. Le professeur McGonagall arrivait alors en courant, suivi des élèves. Brandissant sa baguette magique, elle fit revenir une détonation qui rétablit le silence et ordonna à tout le monde de retourner en classe. À peine le couloir s'était-il vidé, Kearney et ses amis de Poufscous apparurent à leur tour. Pris par le fait, s'exclama Harry, le visage livide, en montrant Harry du doigt d'un geste théâtral. Ça suffit, Macmillan, lança sèchement le professeur McGonagall. Pive sautillait toujours au-dessus de leur tête, observant la scène avec un sourire mauvais. Pive aimait le chaos. Pendant que les professeurs se penchaient sur Justin et Nick quasi en tête pour les examiner, il se mit à chanter. Potter, voilà encore une de tes ruses. Décidément, tuer les élèves, ça t'amuse. Ça suffit, Pive, aboya le professeur McGonagall, et Pive s'enfuit aussitôt en tirant la langue à Harry. Justin fut transporté à l'infirmerie par le professeur Flitwick et le professeur Sinistra du département d'astronomie, mais personne ne savait ce qu'il convenait de faire
agiter devant Nick pour le pousser jusqu'à l'étage supérieur. Ernie vit ainsi glisser vers l'escalier la porte noircie du fantôme portée par la prise de l'éventail. Harry et le professeur McGonagall se trouvèrent seuls dans les couloirs désertés. Par ici, Potter, dit-elle. Professeur, je vous jure que ce n'est pas moi qui. Ça ne relève plus de ma compétence, Potter, coupa sèchement le professeur McGonagall. Ils tournèrent un angle du couloir et avancèrent en silence jusqu'à ce qu'une carcouille de pierre d'une extrême laideur. Sorbet citron, dit le professeur. C'était un mot de passe. La carcouille s'anima soudain et fit un pas de côté. Derrière elle, le mur s'ouvrit pour les laisser passer. Malgré sa terreur à l'idée de ce qui l'attendait, Harry ne put s'empêcher d'être émerveillé. Derrière le mur s'élevait un escalier en colimaçon qui tournait lentement sur lui-même, comme un escalator. Lorsque le professeur McGonagall et lui s'avancèrent sur les marches, le mur derrière eux se referma avec un bruit sourd. Ils s'élevaient sans effort en cercles successifs qui les emmenèrent de plus en plus haut. Enfin, Harry, légèrement étourdi, vit apparaître une porte en chêne au reflet chatoyant avec un heurtoir de cuivre en forme de griffon. Il savait où il se trouvait. C'était sûrement là qu'habitait Albus Dumbledore. Et on se retrouve ensuite pour le chapitre 12, le polynectar. Coucou, on se retrouve pour la suite de la lecture de Harry Potter du chapitre 12. J'espère que la prise de son se fera bien. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Le professeur McGonagall frappa à la porte qui s'ouvrit silencieusement. Lorsqu'ils l'eurent franchi, McGonagall ordonna à Harry de l'attendre et le laissa seul. Harry jeta un coup d'œil autour de lui. De tous les bureaux de professeurs qu'il avait eu l'occasion de visiter cette année, celui de Dumbledore était de loin le plus intéressant. S'il n'avait pas eu si peur d'être renvoyé, il aurait eu plaisir à se trouver là. C'était une belle et grande pièce circulaire, pleine de petits bruits bizarres, posés sur des tables d'étranges instruments en argent, bourdonnaient et émettaient de petits nuages de fumée. Les murs étaient recouverts de portraits d'anciens directeurs et directrices qui somnolaient tranquillement dans leur cadre. Il y avait également un énorme bureau au pied en forme de cerf et derrière, sur une étagère, un chapeau pointu, usé et rapiécé, le joie-peau magique. Harry hésita. Il jeta un regard prudent aux sorciers et aux sorcières et aux sorciers qui dormaient sur les murs. Quel mal y aurait-il à prendre le chapeau et à le coiffer une nouvelle fois, simplement pour essayer, pour avoir la confirmation qu'il avait bien envoyé dans la maison qui lui convenait. Il contourna le bureau sans faire de bruit et prit délicatement le chapeau qu'il posa doucement sur sa tête. Il était beaucoup trop grand et lui glissa devant les yeux, comme la première fois qu'il l'avait mis. Plongé dans le noir, Harry attendit. Une petite voix lui parla alors à l'oreille. « Quelque chose qui te trotte dans la tête, dit la voix. Oui, murmura Harry. Désolé de te déranger, je voulais savoir. Tu te demandes si je t'ai envoyé dans la bonne maison, dit aussitôt le chapeau. Il est vrai que le choix était difficile, mais je maintiens ce que j'ai déjà dit. Harry sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Tu aurais eu parfaitement ta place chez les Charpentards. L'estomac de Harry se contracta. Il attrapa le chapeau par la pointe et l'enleva.
Ce n'était plus qu'un misérable vieux chapeau qui pendait entre ses doigts. Pris d'une sorte de nausée, Harry le reposa sur son étagère. Tu as tort, dit-il à haute voix en s'adressant au chapeau immobile et silencieux. Le chapeau ne bougea pas. Harry fit un pas en arrière et le regarda. Un étrange caquettement, comme une sorte d'éructation, retentit alors derrière lui. Il se retourna et s'aperçut qu'il n'était pas tout seul, debout sur son perchoir en or posé derrière la porte. Il vit un oiseau d'aspect misérable qui avait l'air d'une dinde à moitié plumée. L'oiseau jeta à Harry un regard mauvais en lançant à nouveau son caquettement. L'animal avait l'air très malade. Il avait le regard vitreux et Harry vit tomber deux de ses plumes. Dans sa situation, Harry n'avait vraiment pas envie qu'en plus l'oiseau de Dumbledore meure en sa présence. À peine avait-il eu cette pensée que l'oiseau s'embrasa soudain dans un jaillissement de flammes. Harry laissa échapper un cri d'horreur et recula en se cognant contre le bureau. Il regarda fébrilement autour de lui, en quête d'un verre d'eau, mais ne trouva rien. Pendant ce temps, l'oiseau s'était transformé en une véritable boule de feu. L'animal poussa un cri perçant, et bientôt il ne resta plus de lui qu'un petit tas de cendres fumantes tombées sur le sol. La porte du bureau s'ouvrit et Dumbledore entra, l'air très sombre. Professeur, balbutina Harry, votre oiseau. Je n'ai rien pu faire, il a pris feu. À la grande surprise de Harry, Dumbledore sourit. Le moment était venu, dit-il. Il avait une mine épouvantable ces derniers temps. Je lui ai dit qu'il fallait faire quelque chose. Le visage stupéfait de Harry le fit glousser de rire. Funspec est un phénix, Harry. Au moment de leur mort, les phénix s'enflamment et ils renaissent ensuite de leurs cendres. Regarde. Harry vit alors un minuscule oisillon tout fripé sortir sa tête au milieu du tas de cendres. Il était tout aussi laid que le vieil oiseau. C'est dommage que tu l'aies vu le jour de sa combustion, dit Dumbledore en s'asseyant derrière son bureau. La plupart du temps, il est très joli, avec un magnifique plumage rouge et or. Les phénix sont des créatures fascinantes. Ils peuvent transporter des charges très lourdes. Leurs larmes ont de grands pouvoirs de guérison et ils sont très fidèles. Le spectacle de Funspect, consumé par les flammes, avait fait oublier à Harry la raison pour laquelle il se trouvait là. Mais tout lui revint en mémoire lorsque Dumbledore, installé dans son grand fauteuil directorial, le regarda de ses yeux perçants. Mais avant que Dumbledore ait eu le temps de prononcer le moindre mot, la porte du bureau s'ouvrit à la volée et Hagrid surgit dans la pièce, le regard flamboyant, son passe-montagne relevé sur ses cheveux hirsutes et tenant toujours le coq mort à la main. Ce n'est pas Harry qui a fait ça, professeur Dumbledore, dit précipitamment Hagrid. J'ai parlé avec lui quelques secondes avant qu'on ne découvre ce malheureux garçon. Il n'aurait jamais eu le temps. Dumbledore essaya de dire quelque chose, mais Hagrid continua de tempêter en faisant des moulinets avec son coq et répandit des plumes un peu partout dans le bureau. C'est impossible, ça ne peut pas être lui. Je suis prêt à le jurer devant le ministre de la magie en personne s'il le faut. Hagrid, ce n'est pas lui le coupable. Je sais bien que Harry n'aurait jamais. Hagrid, s'exclama Dumbledore. Je ne crois pas que Harry soit l'auteur de ces agressions. Ah, dit Hagrid en laissant retomber le coq le long de son flanc. Dans ce cas, j'attendrai dehors, monsieur le directeur. Et il sortit du bureau, l'air embarrassé. Vous ne me croyez pas coupable demanda Harry, plein d'espoir, tandis qu'un Dumbledore débarrassait de son bureau les plumes de coq qui étaient tombées. Non, Harry, je ne le crois pas, dit
Dumbledore, l'air toujours aussi sombre. Mais je veux quand même te parler. Inquiet, Harry attendit. Dumbledore l'observait en silence, les mains jointes, en accent circonflexe. Je voudrais savoir, Harry, s'il y a quelque chose qui te tracasse et dont tu voudrais me faire part, dit-il d'une voix douce, quel que soit le sujet. Harry ne savait pas quoi répondre. Il pensa au cri de Malfoy. Bientôt ce sera le tour des sangs de pourbe et au polynectar qui bouillonnait dans les toilettes de Mimi Géniarde. Puis il pensa à la voix désincarnée qu'il avait entendue à 2 reprises et se souvint de ce que Ron lui avait dit. Entendre des voix, ce n'est pas bon signe, même chez les sorciers. Il pensa aussi à ce que tout le monde disait de lui et à sa crainte grandissante d'être lié d'une manière ou d'une autre à Salazar Serpentard. Alors Harry répondit: non, professeur, il n'y a rien. La double agression contre Justin et Nick quasi sans tête transforma le sentiment de malaise qui régnait jusqu'alors en une véritable panique. Étrangement, c'était le sort de Nick qui semblait inquiéter le plus les élèves. Qui donc pouvait faire subir un tel traitement à un fantôme, se demandait-on, qui avait le terrible pouvoir de faire du mal à quelqu'un qui était déjà mort. Il y eut une véritable ruée sur les réservations du Poudlard Express qui devait ramener les élèves chez eux pour les vacances de Noël. À ce rythme-là, il ne resterait bientôt plus que nous, dit Ron, Harry et Hermione. Nous, Malfoy, Crabbe et Goyle, joyeuses vacances en perspective. Crabbe et Goyle, qui faisaient toujours la même chose que Malfoy, avaient inscrit leur nom dans la liste des élèves qui souhaitaient rester au château pour les vacances. Mais Harry était content que les autres s'en aillent. Il en avait assez de voir tout le monde léviter dans les couloirs comme s'il s'apprêtait à cracher du venin. Il en avait assez d'entendre murmurer sur son passage et de sentir sans cesse les doigts pointés sur lui. Fred et George étaient les seuls à trouver la situation très drôle. Souvent, ils s'amusaient à précéder Harry lorsqu'il marchait dans les couloirs en criant « Faites place à l'héritier de Serpentard !» Attention, sorcier très dangereux. Percy, bien sûr, désapprouvait fermement leur conduite. Ce n'était pas un sujet de plaisanterie, disait-il avec froideur. Dégage, Percy, répliquait Fred. Harry est pressé. Il doit se rendre dans la chambre des secrets pour y prendre le thé avec son serpent préféré, ajoutait Georges. Ginny, non, n'écoutez pas la plaisanterie. Arrêtez, gémissait-elle, lorsque Fred demandait à Harry d'une voix sonore à qui il comptait s'en prendre la prochaine fois, ou que Georges faisait semblant de vouloir écarter Harry en brandissant une grosse tête taille. Harry ne s'offensait pas avec ses facéties. Il était même rassuré de voir que Fred et Georges trouvaient parfaitement ridicule qu'on puisse le soupçonner d'être l'héritier de Serpentard. En revanche, leur farce répétée semblait exaspérer Draco Malfoy, qui se montrait chaque fois un peu plus irrité. C'est parce qu'il brûle de dire c'est lui l'héritier, dit Ron d'un air entendu. Tu sais à quel point il a horreur que quelqu'un le surpasse en quoi que ce soit. Et comme c'est à toi qu'on attribue ces horreurs, ça ne durera pas longtemps, assura Hermione d'un ton satisfait. Le polynectar est presque prêt. On va très bientôt faire avouer la vérité à Malfoy. Le trimestre se termina enfin, et un silence aussi épais que la neige qui recouvrait le sol s'abattit sur le château. Harry n'en était pas fâché. Les Weasley, Hermione et lui avaient la tour de Gryffondor pour tous les mots et pouvaient faire ce qu'ils voulaient, y compris du bruit sans déranger personne.
Fred, George et Ginny avaient choisi de rester à l'école plutôt que d'aller voir Bill en Égypte en compagnie de Monsieur et Madame Weasley. Percy, lui, ne passait guère de temps dans la salle commune de Gryffondor. Il avait expliqué d'un air solennel qu'il préférait demeurer au château pendant les vacances parce qu'il était de son devoir en tant que préfet d'apporter son soutien au professeur pendant cette période troublée. Le matin de Noël, froid et blanchi par la neige, Harry et Ron, restés seuls dans leur dortoir, furent réveillés de bonne heure par Hermione, qui entra en trombe. Debout, lança-t-elle d'une voix forte, en tirant les rideaux de la fenêtre. Hermione, tu n'as rien à faire ici, c'est réservé aux garçons, protesta Ron, une main sur les yeux pour se protéger de la lumière du jour. Toi aussi, joyeux Noël, répondit Hermione en lui jetant le cadeau qu'elle lui avait apporté. Ça fait 1 heure que je suis levé. J'ai rajouté des chrysopes dans la potion. Elle est prête maintenant. Harry se redressa complètement réveillé. Tu es sûr? Absolument certaine, dit Hermione, en repoussant Croutard pour pouvoir s'asseoir sur le lit à baldaquin. Si nous devons agir, il faudrait que ce soit dès ce soir. À ce moment, Edwige s'engouffra par la fenêtre ouverte, un petit paquet dans le bec. Salut, dit joyeusement Harry, tandis qu'elle se posait sur le lit. Tu n'es plus fâché? Elle lui mordit affectueusement l'oreille et ce fut pour lui un cadeau beaucoup plus précieux que celui qu'elle lui apportait et qui était envoyé par les Dursley. Il s'agissait d'un cure-dent auquel ils avaient ajouté une lettre pour lui demander s'il serait possible de passer également les vacances d'été à Poudlard. Les autres cadeaux que Harry reçut pour Noël étaient beaucoup plus satisfaisants. Hagrid lui avait envoyé une grande boîte de caramels que Harry fit ramollir devant le feu avant de les manger. Ron lui avait donné un livre intitulé En vol avec les canons, un ouvrage racontant l'histoire de son équipe de Quidditch préférée. Hermione, pour sa part, lui avait apporté une splendide plume d'aigle. Enfin, dans le dernier paquet qui lui était destiné, Harry trouva un pullover et un gros gâteau que Madame Weasley lui avait fait spécialement pour lui. Il éprouva aussitôt un sentiment de culpabilité en repensant à la voiture volante que personne n'avait revue depuis sa collision avec le sol cogneur et à tout ce qu'il s'apprêtait à faire d'interdit. Personne, pas même quelqu'un qui redoutait de devoir bientôt absorber du polynectar, n'aurait pu manquer de se réjouir un soir de Noël à Poudlard. La grande salle était magnifiquement décorée, en plus des sapins aux branches couvertes de givre et de guirlandes de gui et de houx qui se croisaient au-dessus des têtes. Une neige magique, tiède et sèche, tombait au plafond. Dumbledore chanta quelques cantines repris par les élèves et par Hagrid, dont la voix devenait de plus en plus tonitruante à mesure que baissait le niveau de son pichet de vin. Percy, qui n'avait pas remarqué que Fred avait ensorcelé son badge de préfet sur lequel on pouvait lire à présent Bennett, ne cessait de leur demander ce qui les faisait ricaner. Harry restait indifférent aux remarques bruyantes et moqueuses que Draco Malfoy faisait sur son pullover à la table des Serpentards. Avec un peu de chance, il prendrait sa revanche sur Malfoy dans quelques heures. Harry et Ron, à peine fini leur troisième morceau de gâteau, qu'Hermione les entraîna hors de la salle pour mener à bien leur projet. Nous devons maintenant nous procurer un petit bout des 3 personnes dont nous allons prendre l'apparence, dit-elle, du
les envoyer au supermarché acheter un paquet de lessive. Vous deux, vous vous transformerez en Crabbe et Goyle. Il faut prélever quelque chose sur eux et s'assurer qu'ils ne débarqueront pas pendant que nous interrogerons Malfoy. J'ai déjà tout organisé, poursuivit-elle sans prêter attention à leur mine stupéfaite. Elle sortit alors de son sac de gros gâteaux au chocolat. J'y ai ajouté un somnifère. Arrangez-vous pour que Crabbe et Goyle trouvent les gâteaux sur leur chemin. Coinvres comme ils sont, ils vont sûrement les adorer. Quand ils seront endormis, vous n'aurez plus qu'à leur arracher quelques cheveux. Ensuite, vous les enfermerez dans un placard pour qu'ils ne puissent pas sortir à leur réveil. Harry et Ron échangèrent un regard incrédule. Hermione, je ne crois pas que tout ça pourrait tourner très mal, mais Hermione leur lança un regard glacé qui leur rappela cela pour leur rappeler celui qu'avait parfois le professeur McGonagall. La potion n'aura aucun effet sans leurs cheveux, sans les cheveux de Crabbe et Goyle, dit-elle d'un ton sévère. Vous voulez interroger Malfoy, oui ou non? D'accord, d'accord, dit Harry. Mais toi, à qui tu vas arracher les cheveux? J'ai déjà ce qu'il faut, répondit Hermione en leur montrant un petit flacon qui contenait un unique cheveu. Vous vous souvenez de ma bagarre avec Millicent Bulstrode au club de duel? Elle a laissé ça sous ma robe pendant qu'elle essayait de m'étrangler. Et comme elle est repartie chez elle pour Noël, il me suffira de dire au Serpentard que j'ai décidé de revenir. Hermione retourna alors s'occuper du polynectar. Jamais entendu parler d'un plan où tant de choses risquent de tourner mal, dit Ron d'un air sombre en la regardant s'éloigner. Pourtant, à la grande surprise de Ron et de Harry, la première partie de l'opération se passa aussi facilement qu'Hermione l'avait prévu. Harry avait déposé les gâteaux au chocolat sur la rampe du bas de l'escalier et tous deux avaient entendu caché derrière une armure du hall d'entrée que Crabbe et Goyle sortent de la grande salle à la fin du réveillon. Ce qu'ils sont bêtes, murmura Ron d'un air ravi lorsque Crabbe montra les gâteaux à Goyle. Avec un sourire niais, les deux serpentards s'emparèrent aussitôt des gâteaux et n'en firent qu'une bouchée. Un instant plus tard, sans même s'en rendre compte de ce qui leur arrivait, ils tombèrent à la renverse, profondément endormis. Le plus difficile fut de les traîner à travers le hall jusqu'à un placard où Harry et Ron les enfermèrent soigneusement. Au milieu des seaux et des serpillères, Harry arracha 2 cheveux sur le front de Goyle et Ron en fit autant avec Crabbe. Ils prirent également leurs chaussures. Celles qu'ils avaient aux pieds seraient trop petites lorsqu'ils auraient la taille des deux serpentards. Ils se précipitèrent ensuite vers les toilettes de Mimi Géniard. L'épaisse fumée noire qui se dégageait de la cabine où Hermione remuait la potion les empêchait de voir distinctement autour d'eux. Se protégeant le visage avec un peu de leur robe, Harry et Ron frappèrent doucement à la porte. Hermione. Ils entendirent le cliquetis du verrou et Hermione apparut, le visage luisant, l'air anxieux. Derrière elle, ils entendirent le clou-clou de la potion visqueuse qui bouillonnait dans le chaudron. 3 gobelets en verre étaient posés sur le siège des toilettes. Alors, vous avez réussi? Demanda Hermione, le souffle court. Harry lui montra les cheveux de Goyle. Très bien, je suis allé prendre des robes plus grandes à la lingerie, dit Hermione en montrant un sac. Vous en aurez besoin quand vous aurez pris l'apparence de Crabbe et Goyle. Tous trois jetèrent ensuite un coup d'œil au chaudron. La potion ressemblait à présent à une sorte de vase épaisse qui bouillonnait paresseusement.
passe comme le dit le livre. Une fois que nous aurons bu la potion, nous disposerons d'exactement 1 heure avant de reprendre notre forme normale. Et maintenant, murmura Ron, on verse la potion dans 3 verres et on ajoute les cheveux. À l'aide d'une louche, Hermione versa généreusement le polynectar dans les 3 verres qu'elle avait préparés, puis la main tremblante, elle laissa tomber dans l'un des verres le cheveu de Millicente Bulstrode. Le liquide se mit à siffler comme une bouilloire et se couvrit d'écume. Un instant plus tard, il avait pris une couleur jaunâtre, passablement répugnante. Berk, de l'extrait de Millicente Bulstrode, dit Ron en regardant la mixture d'un air dégoûté. Ça doit avoir un goût épouvantable. Ajoutez donc vos cheveux, qu'on voit ce que ça va faire, dit Hermione. Harry et Ron prirent chacun un verre et ils laissèrent tomber les cheveux de Crabbe et Goyle. À nouveau, le liquide se mit à siffler et à écumer. Le verre de Goyle prit alors une couleur kaki, celui de Crabbe une teinte brunâtre semblable à de la boue. Attendez, dit Harry, on ferait mieux de ne pas boire ça ici. Quand on aura la table de Crabbe et Goyle et de Millicent Bulstrode, on ne tiendra plus à 3 dans cette cabine. Ça, c'est vrai, approuva Ron en ouvrant la porte. On n'a qu'à prendre chacun une cabine séparée. Attention à ne pas renverser la moindre goutte de sa potion. Harry se glissa dans la cabine du milieu. Prêt, dit-il. Prêt, lui répondirent Ron et Hermione dans leurs cabines respectives. 1, 2, 3. Harry se pinça le nez et avala la potion en 2 longues gorgées. Elle avait un goût de chou trop cuit. Il sentit aussitôt ses entrailles se tortiller comme s'il avait avalé des serpents vivants. Plié en 2, il se demanda s'il n'allait pas vomir. Puis très vite, une sensation de brûlure se répandit dans tout son corps, depuis son ventre jusqu'à l'extrémité de ses doigts et de ses orteils. Enfin, il eut l'horrible impression de fondre comme du métal en fusion. La douleur le fit tomber par terre, pantelant, et il vit soudain ses mains grandir, ses doigts s'épaissir, ses ongles s'élargir, et ses jointures saillir sous sa peau. Ses épaules s'étirèrent douloureusement, et une démangeaison lui indiqua que des cheveux poussaient sur son front. Sa poitrine augmenta de volume en déchirant sa robe comme un tonneau qui aurait éclaté, et ses pieds, devenus 4 fois trop grands pour ses chaussures, subirent un véritable supplice. Puis, tout aussi brusquement, la métamorphose prit fin. Harry, allongé à plat ventre sur le sol de pierre, entendait Mimi qui gargouillait tristement à l'autre bout des toilettes. Il se débarrassa avec difficulté de ses chaussures trop petites et se releva. Voilà donc ce qu'on ressemblait quand on était Goyle. D'une grosse main un peu tremblote, il ôta sa robe qui lui arrivait maintenant bien au-dessus des chevilles et revêtit celle qu'Hermione lui avait donnée. Il enfila ensuite les grosses chaussures de Goyle, puis passa la main dans ses cheveux coupés, courts qui descendaient à présent très bas sur son front. Il se rendit compte alors que ses lunettes brouillaient sa vue. Goyle n'en avait pas besoin, il les enleva et cria d'une grosse voix rauque. Ça va tous les deux? Oui, grogna la voix de Crabbe dans la cabine d'à côté. Harry sortit de sa cabine et se regarda dans le miroir craquelé. Face à lui, Goyle l'observait de ses petits yeux ternes, profondément enfoncés dans leurs orbites. Harry se gratta l'oreille dans le miroir. L'image de Goyle en fit autant. La porte de la cabine de Ron s'ouvrit et ils restèrent face à se contempler.
se regarda dans le miroir en appuyant sur le nez plat de Crabbe comme pour vérifier qu'il était bien réel. Incroyable, répéta-t-il. On ferait bien d'y aller, dit Harry. Il faut encore qu'on trouve la salle commune de Serpentard. J'espère qu'on tombera sur quelqu'un qui y va, qu'on puisse le suivre. Ron le regarda attentivement. Tu ne vas pas savoir à quel point c'est bizarre de voir Cole réfléchir, dit-il. Il alla frapper à la porte de la cabine d'Hermione. Dépêche-toi, il est temps d'y aller. Finalement, je crois que je ne vais pas vous accompagner, répondit une petite voix aiguë. Allez-y sans moi. Hermione, on sait bien que Millicent Bulstrode est très laide, mais personne ne saura que c'est toi. Je crois vraiment qu'il vaut mieux que je reste ici. Dépêchez-vous tous les deux. Vous êtes en train de perdre du temps. Décontenancé, Harry regarda Ron sans comprendre. Cette fois-ci, tu as véritablement la tête de Goyle, dit Ron. Il a toujours cette expression-là quand un prof lui pose une question. Hermione, tu n'es pas malade, s'inquiéta Harry. Non, non, tout va très bien, allez-y. Harry regarda sa montre. 5 minutes étaient déjà passées. On te retrouve ici, d'accord, dit-il, après avoir vérifié qu'il n'y avait personne alentour. Harry et Ron sortirent des toilettes. Ne balance pas tes bras comme ça, murmura Harry à l'oreille de Ron. Crabbe a toujours les bras raides. Comme ça? Oui, c'est beaucoup. Ils descendirent l'escalier de marbre. Il ne leur restait plus qu'à trouver un élève de Serpentard qui les mène jusqu'à leur salle commune, mais il n'y avait personne dans les environs. Tu as une idée? Demanda Harry à voix basse. Quand ils vont prendre leur petite déjeuner, les Serpentards viennent toujours de là-bas, dit Ron en montrant l'entrée des cachots. Au même instant, une fille aux longs cheveux bouclés remonta du sous-sol. Excuse-moi, dit Ron en se précipitant vers elle. On a oublié le mot de passe pour retourner dans notre salle commune. Pardon, répondit sèchement la fille. Notre salle commune. Moi je suis de Serre-d'Aigle. Et elle s'éloigna en leur jetant un regard soupçonneux. Par-dessus son épaule, Harry et Ron descendirent précipitamment l'escalier, plongés dans l'obscurité. Le bruit de leurs pas résonnait bruyamment en raison de la taille des pieds de Crabbe et Goyle. Les choses s'annonçaient moins faciles qu'il avait espéré. Le labyrinthe des sous-sols était désert. Ils s'enfoncèrent de plus en plus loin dans les entrailles du château, en jetant sans cesse des coups d'œil à leur montre pour voir combien de temps il leur restait avant de retrouver leur forme normale. Au bout d'un quart d'heure, alors qu'ils commençaient à désespérer, ils entendirent soudain un bruit de pas un peu plus loin. Ah, dit Ron, en voilà un. Une silhouette venait de sortir d'un des cachots. Ils se hâtèrent dans sa direction, mais s'aperçurent aussitôt que ce n'était pas un Serpentard, c'était Percy. Qu'est-ce que tu fais là? Demanda Ron, surpris. Percy eut l'air offensé. Ça ne te regarde pas, répliqua-t-il sèchement. C'est Crabbe ton nom, n'est-ce pas? Hein? Oui, oui, répondit Ron. Alors retournez dans votre dortoir tous les deux, dit Percy d'un ton sévère. Ce n'est pas prudent de se promener dans les couloirs sombres ces temps-ci. C'est pourtant ce que tu fais, remarqua Ron. Moi, c'est différent, répondit Percy, en se rengorgeant. Je suis préfet. Ce n'est pas moi qui risque de me faire attaquer. Une voix retentit alors dans le dos de Harry et Ron. Ils se retournèrent et virent Draco Malfoy s'avancer vers eux. Pour la première fois de sa vie, Harry fut content de le voir. Vous voilà enfin, dit Malfoy de sa voix traînante. Vous avez passé tout ce temps à vous goinfrer dans la grande salle. Je vous ai cherché partout. Je voulais vous montrer quelque chose de très drôle. Malfoy lança à Percy un regard glacial. Et toi, Weasley, qu'est-ce que tu fais là? Percy sembla outragé. Tu ferais bien de montrer un peu plus de respect envers un préfet,
s'indigna-t-il. Je n'aime pas du tout ton attitude. Malfoy eut un ricanement et fit signe à Harry et à Ron de le suivre. Harry faillit dire quelque chose d'aimable à Percy pour s'excuser, mais il se rattrapa à temps. Ce Peter Weasley, commença Malfoy. Percy corrigea Ron machinalement. Peu importe, dit Malfoy. J'ai remarqué qu'il rôdait beaucoup dans les couloirs ces derniers temps. Et je sais bien ce qu'il mijote. Il est persuadé qu'il va réussir à attraper l'héritier de Serpentard à lui tout seul. Il eut un petit rire méprisant. Harry et Ron échangeaient un regard intéressé. Malfoy s'arrêta alors devant un mur nu et humide. « Qu'est-ce que c'est déjà, le nouveau mot de passe » demanda-t-il Harry. Ah, ça y est, je me souviens, dit Malfoy. Sang pur. Une porte de pierre dissimulée dans le mur s'ouvrit aussitôt, et Malfoy la franchit. Harry et Ron sur ses talons. La salle commune des Serpentards était une longue pièce souterraine, au mur et au plafond de pierre brute. Des lampes rondes verdâtres étaient suspendues à des chaînes et un feu brûlait dans une cheminée au manteau gravé de figures compliquées. Quelques élèves de Serpentard étaient assis près des flammes dans des fauteuils ouvragés. « Attendez-moi ici, dit Malfoy à Harry et à Ron en leur montrant deux fauteuils vides à l'écart des autres. Je vais vous chercher ça. Mon père vient de me l'envoyer. » Harry et Ron s'assirent en s'efforçant d'avoir l'air parfaitement décontracté. Malfoy revint quelques instants plus tard. Il tenait à la main une coupure de journal qui colla sous le nez de Ron. « Ça va vous faire rire, dit Malfoy. » Harry vit Ron écarquiller les yeux de stupéfaction. Il lut rapidement la coupure, se forçant à Harry et la tendit à Harry. C'était un article découpé sur la Gazette du Sorcier. Enquête au ministère de la Magie. Arthur Weasley, directeur du service de détournement de l'artisanat moldu, s'est vu infliger une amende de 50 gallons pour avoir ensorcelé une voiture moldue. Monsieur Lucius Malfoy, membre du conseil d'administration de l'école Poudlard où la voiture ensorcelée a été accidentée il y a quelques mois, a demandé la démission de Monsieur Weasley. Weasley a terni la réputation du ministère, a déclaré Monsieur Malfoy à notre reporter. Il n'a aucune compétence pour rédiger des projets de loi et son ridicule acte de protestation des moldus devrait être immédiatement abandonné. Monsieur Weasley s'est refusé à tout commentaire. Son épouse a simplement déclaré à nos envoyés spéciaux qu'ils avaient intérêt à décamper très vite s'ils ne voulaient pas qu'elle lâche sur eux la coule de la famille. Alors, dit Malfoy, d'un air réjoui, lorsque Harry lui rendit la coupure, c'est drôle, non? Ah ah, fit Harry d'un air sombre. Arthur Weasley aime tellement les moldus qu'il ferait mieux de casser en deux sa baguette magique et d'aller vivre avec eux, dit Malfoy d'un air méprisant. On ne dirait vraiment pas que les Weasley ont le sang pur quand on voit ce qu'ils font. Le visage de Ron, ou plutôt celui de Crabbe, était crispé par la fureur. « Qu'est-ce qui t'arrive, Crabbe » demanda sèchement Malfoy. « Mal à l'estomac, grogna Ron. Alors va à l'infirmerie et donne un coup de pied de ma part à ces sangs de pourpre, ricana Malfoy. Ça m'étonne que la Gazette du Sorcier n'ait pas encore parlé de ces attaques, poursuivit-il d'un air songeur. Dumbledore doit faire tout ce qu'il peut pour étouffer l'affaire. Il va se faire renvoyer si ça continue. Mon père a toujours dit que la nomination de Dumbledore comme directeur est la pire chose qui soit jamais arrivée à cette école. Il adore les enfants de Moldu. Un directeur digne de ce nom n'aurait jamais admis ce rogaton de tristesse.
un autographe? Je peux te lécher les chaussures, s'il te plaît, Potter. Malfoy regarda Harry et Ron d'un drôle d'air. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Avec beaucoup de retard, Harry et Ron se forcèrent à rire, mais Malfoy parut satisfait. Crabbe et Goyle étaient toujours un peu lents à la détente. Saint Potter, l'ami des sangs de pourbe, dit lentement Malfoy. Encore un qui ne se conduit pas comme un vrai sorcier, sinon il se traînerait pas tout le temps avec cette parvenue d'Hermione Granger. Une vraie sang de pourbe celle-là, quand on y pense qu'il y a des gens qui considèrent Potter comme l'héritier de Serpentard. Harry et Ron retinrent leur souffle. Draco Malfoy était peut-être sur le point d'avouer que c'était lui. Si seulement je savais qui c'est, s'exclama alors Malfoy avec mauvaise humeur. Je pourrais l'aider. Ron resta bouche bée, ce qui donna au visage de Crabbe un air encore plus abruti que d'habitude. Heureusement, Malfoy ne remarqua rien de particulier. Tu dois bien avoir une petite idée de qui est derrière tout ça, risqua Harry. Tu sais bien que non, Goyle. Combien de fois faudra-t-il que je le répète, répliqua sèchement Malfoy. Et mon père ne veut rien me dire sur ce qui s'est passé la dernière fois que la chambre des secrets a été ouverte. Bien sûr, c'était il y a 50 ans, alors avant qu'il voie la vie ici, mais il connaît toute l'histoire. Seulement, il a peur que j'attire les soupçons si je sais trop de choses là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dernière fois que la chambre a été ouverte, un sang de pourbe est mort. Alors il y aura sûrement un autre mort bientôt. Simple question de temps. Et j'espère que ce sera Granger, rajouta-t-il d'un air réjoui. Ron serra les énormes poings de Crabbe. Il était prêt à frapper Malfoy, mais Harry lui lança un regard pour l'inciter au calme. Est-ce que tu sais si la personne qui a ouvert la chambre la dernière fois s'est fait prendre? Demanda Harry. Oh oui, je ne connais pas son nom, mais on l'a renvoyé de l'école, assura Malfoy. Il doit encore être à Azkaban. Azkaban, répéta Harry sans comprendre. Voyons, Goyle, Azkaban. La prison des sorciers, répondit Malfoy d'un air incrédule. Tu as vraiment l'esprit lent, mon pauvre vieux. Si tu continues comme ça, tu finiras par marcher à reculons. Malfoy se tortilla dans son fauteuil, l'air impatient. Mon père m'a dit de ne pas me faire remarquer et de laisser agir l'héritier de Serpentard. Il dit qu'il faut débarrasser l'école de la racaille des sangs de pourbe, mais je ne dois pas m'en mêler. Il a suffisamment de soucis comme ça. En ce moment, vous êtes au courant que le ministère de la Magie a fait une perquisition au manoir la semaine dernière. Harry s'efforça de donner au visage de Goyle une expression inquiète. Eh oui, dit Malfoy, heureusement qu'ils n'ont quasiment rien trouvé. Mon père possède des choses très précieuses en matière de magie noire, mais nous aussi, on a une chambre secrète sous le parquet du grand salon. Ah, dit Ron. Malfoy lui jeta un coup d'œil, Harry également, et Ron réjoui, même ses cheveux avaient rougi et son nez commençait à s'allonger. L'heure était presque écoulée. Ron et Harry, en train de redevenir lui-même, et d'après le regard horrifié qu'il lui lançait, il devait en être de même pour Harry. Tous deux se levèrent d'un bond. Il faut que j'aille soigner mon estomac, grogna Ron, et sans ajouter le moindre mot, Harry et lui traversèrent au pas de course la salle commune des Serpentards, se jetèrent sur le mur magique et se précipitèrent dans le couloir en espérant, contre toute vraisemblance, que Malfoy n'avait rien remarqué. Harry sentait ses pieds glisser de ses chaussures devenues trop grandes de Goyle et dut relever le bas de sa robe, dans laquelle il flottait à présent. Ils montèrent l'escalier 4 à 4 et ils arrivèrent dans le hall d'entrée où résonnaient des coups sourds provenant du placard dans lequel ils avaient enfermé Crabbe et Goyle.
s'abandonnèrent devant la porte du placard à balai, leurs chaussures trop grandes, et montèrent l'escalier de marbre pour rejoindre les toilettes de Mimi Géniard. On n'a pas perdu notre temps, dit Ron, pantelant en refermant derrière lui la porte des toilettes. On ne sait toujours pas qui a commis les agressions, mais je vais écrire à papa dès demain matin pour lui conseiller d'aller voir ce qui se passe sous le salon des Malfoy. Harry se regarda dans le miroir craquelé. Il avait retrouvé sa tête normale. Il reprit ses lunettes et Ron alla frapper à la porte de la cabine d'Hermione. Hermione sortit de là, dit-il, on a plein de choses à se dire. Fichel quand, répondit Hermione d'une petite voix aiguë. Harry et Ron échangèrent un regard surpris. Qu'est-ce qui se passe demanda Ron. Tu as dû retrouver ton aspect normal à l'heure qu'il est. Mimi Géniard apparut soudain, traversant la porte de la cabine. Harry ne lui avait jamais vu un air aussi réjoui. Attendez de voir ça, dit-elle. Une véritable horreur. Ils entendirent cliqueter le verrou et virent Hermione sortir, secouée de sanglots, le visage caché derrière un pan de sa robe. Qu'est-ce qu'il y a demanda Ron déconcerté. Tu as toujours le nez de Millicent ou quoi? Hermione laissa retomber sa robe et Ron fit un pas en arrière en manquant de tomber dans le lavabo. Son visage était entièrement recouvert d'une fourrure noire. Ses yeux étaient devenus jaunes et de longues oreilles pointues dépassaient de ses cheveux. Ce n'est pas un cheveu de Millicent, c'était un poil de chat, gémit-elle. Et la potion est contre-indiquée pour les métamorphoses animales. Aïe, dit Ron, tout le monde va se moquer de toi. Tu vas voir, ça va être atroce, lança Mimi Géniard d'un ton joyeux. Ce n'est pas grave, Hermione, dit aussitôt Harry. On va t'emmener à l'infirmerie. Madame Pomme-Fraîche ne pose jamais beaucoup de questions. Il fallut longtemps pour convaincre Hermione de sortir des toilettes. Mimi Géniard accompagna leur départ d'un grand rire moqueur. On va bien rigoler quand tout le monde s'apercevra que tu as une queue, s'exclama-t-elle ravie. Voilà, c'était la fin du chapitre 12. J'espère que ça t'aura plu, relaxé, permis de t'endormir aussi. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo avec la suite qui concernera le chapitre 13, un journal